Bonsoir à tous et merci de regarder le dernier journal de RTI1. Le vice-président de la République est en visite en Azerbaïdjan à Bakou. Timoko Meledkone va participer à la 29e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP29. Le vice-président a été accueilli à l'aéroport international Heydar Aliyev par plusieurs personnalités de haut rang. En Côte d'Ivoire, la célébration de la Journée mondiale du tourisme a eu lieu dans la ville historique de Kong. L'événement a rassemblé plusieurs membres du gouvernement. Selon le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, le choix de Kong symbolise l'âme ivoirienne, un choix qui incarne la résilience et l'héritage historique de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre mauricien sortant Pravin Gourbajugno a reconnu ce lundi 11 novembre sa défaite aux législatives, un revers marqué par des inquiétudes à travers, selon à propos de la stabilité politique et économique d'une des démocraties les plus stables et les plus riches du continent africain. Merci de regarder RTI1. Il est en Azerbaïdjan depuis ce lundi à Bakou. Le vice-président de la République va prendre part aux travaux de la 29e conférence des parties sur les changements climatiques. Timoko Meledkone va représenter le président de la République à ses assises sur le climat. Il portera la voix de la Côte d'Ivoire sur les actions à mener en vue de lutter efficacement contre les effets pervers des changements climatiques. Et c'est parti depuis ce lundi matin pour la cérémonie officielle des travaux de la COP29 à Bakou. Pendant plus de 10 jours, les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques vont plancher sur divers sujets. Des réflexions seront menées sur l'architecture de la finance climat et les mécanismes d'accès au fonds climat. Bakou, grâce à Kando et notre envoyé spécial à Bakou, on regarde son compte rendu. Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, accueille les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques, dont la Côte d'Ivoire. La délégation est conduite par le vice-président de la République Timoko Meledkone, accompagné des ministres Jacques Assaouré-Conan et Laurent Tchagba et du président de la COP15. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous mondial du climat avec plusieurs attentes. Alors, nos attentes ici, c'est d'abord une plus grande implication des parties, c'est-à-dire des pays qui sont donc à la Convention, une plus grande implication des politiques et aussi des résultats qui sont attendus. Alors, il ne suffit pas d'avoir que des mots, que des rencontres, mais il faut qu'il y ait des résultats concrets qui sont obtenus par nos pays et qu'il y ait une mobilisation non seulement des financements, mais aussi des communautés. Le ministère des Eaux et Forêts qui participe à l'élaboration du plan et la stratégie qui caractérise la transition écologique, va pouvoir faire sa part qui permettra, n'est-ce pas, de produire le maximum de CDN, c'est-à-dire des contributions déterminées nationales, pour qu'on atteigne l'objectif de 1,5. Nous devons nous mettre ensemble pour décliner la stratégie et avoir les financements pour que véritablement on atteigne les 1,5. Selon le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, les défis sont également nombreux pour la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. Nous avons élaboré notre feuille de route climatique. Nous avons évalué ces CDN à 22 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de financement. Nous venons d'élaborer un portefeuille national de projets. Nous l'avons estimé à 16 milliards de dollars également. Donc nos attentes principales, c'est de faire en sorte que nous trouvions des partenaires qui vont nous accompagner dans le financement des projets identifiés. La COP29 a démarré avec une forte ambition d'actions concrètes, d'accès au financement des projets dans les domaines de l'adaptation et d'atténuation.
Et ici, en Côte d'Ivoire, plusieurs experts de la direction exécutive du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies sont en mission dans notre pays jusqu'au 13 novembre prochain. Ils vont analyser l'état de la menace terroriste dans notre pays. Plusieurs ministères et organes sectoriels prennent part à la rencontre qui permettra de faire un bilan complet des acquis et d'identifier les domaines nécessitant un renforcement de capacité. Le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara et Jérôme Begré. La direction exécutive du Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies est engagée à aider la Côte d'Ivoire à faire face aux menaces sous-régionales. Après sa visite datant de 2018, la DECT revient pour faire un état des lieux. Nous sommes ici aujourd'hui pour poursuivre le dialogue entamé en 2018 et pour tirer les leçons de l'expérience ivoirienne des mesures mises en place par le Côte d'Ivoire pour lutter contre le terrorisme. Représentant Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, relève l'importance pour les acteurs ivoiriens d'apprendre les bonnes pratiques observées ailleurs afin de lutter efficacement contre le terrorisme. En cette période où les menaces sécuritaires sont de plus en plus complexes et globales, cette mission représente une occasion pour la Côte d'Ivoire d'évaluer ses besoins en matière d'assistance technique et de renforcer les partenariats, non seulement avec les institutions des Nations Unies, mais aussi avec les États et organisations internationales. Cette rencontre se tient dans le cadre de la promotion de la mise en œuvre par les États membres des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité portées entre autres sur l'identification de pratiques nationales efficaces dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de la plateforme des syndicats et de l'intersyndicale des agents des collectivités territoriales. Chers camarades agents des collectivités territoriales, à la suite de l'audience que vient de nous accorder le général de corps d'armée Vagondo Diomondé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à son cabinet ce lundi 11 novembre 2024 de 11h10 à 12h57. Nous vous invitons, quelle que soit votre position, à crier et à chanter victoire. Oui, victoire, parce que monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, suivant les instructions de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, transmise au Premier ministre Robert Begré-Mambé, nous informe que nos revendications ont été prises en compte. Il s'agit notamment du paiement des mesures sociales contenues dans les budgets avant la fin de l'année 2024. Un arrêté interministériel en cours de signature viendra régler définitivement cette question. Il s'agit également du paiement des indemnités de départ à la retraite selon le mode de gestion antérieur, mode de calcul ancien. À compter de cet instant, le préavis de grève est suspendu et nous vous invitons à demeurer à votre poste. Par conséquent, nous vous convions à une assemblée générale extraordinaire le jeudi 14 novembre 2024 à 13h à la mairie de Cocody, fait à Abidjan, le 11 novembre 2024, signé Alassane Terra, secrétaire général national, Sinap Kossi, porte-parole de la plateforme des syndicats et de l'intersyndicale des agents des collectivités territoriales. Kong, la cité de l'empereur Sékou Ouattara, accueillait cette année la célébration officielle de la Journée mondiale du tourisme. Les richesses locales de la commune ont été mises en avant par le ministre du Tourisme et des Loisirs. Le président du conseil régional du Tchologo, Téné Birahima Ouattara, a quant à lui revenu sur les potentialités que le tourisme peut offrir à la Côte d'Ivoire en temps de paix. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. Kong accueille la célébration officielle de la Journée mondiale du tourisme en présence du ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. Pour le ministre du Tourisme et des Loisirs, Sendou Fofana, il est temps de valoriser le potentiel touristique local. La dynastie des Ouattara, Félix Houphouët-Boigny, lui, Gustave Binger, la Journée mondiale du tourisme cette année 2024 célèbre l'histoire multiséculaire de la Côte d'Ivoire.
que hommage soit rendu aux dignes fils de Congo et de la Côte d'Ivoire que j'ai nommé le président Alassane Ouattara. Ici, Houphouët-Boigny a vécu dans sa case et nous comptons réhabiliter cette case. Et la route des rois viendra à Congo. Nous allons faire en sorte qu'une place aussi soit érigée pour Sékou Ouattara. Parrain des festivités, Béaté Abdrahman Tiemoko, directeur général de l'IPS Ségrae et premier magistrat de Congo, cité historique et d'avenir, qui veut jouer sa partition dans le développement de l'industrie touristique. Congo regorge d'atouts touristiques indéniables avec des sites qui font sa renommée et sa fierté. La case de l'explorateur français Louis-Gustave Binger, la tombe du voyageur moscovite, la Daba de Barola, les deux mosquées de style soudanais bâties au XVIIe siècle. Au patron de la célébration, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara se réjouit du dynamisme touristique en cours en Côte d'Ivoire. Nous prenons acte de toutes ces bonnes choses que la commune de Kong recevra d'ici une année. Siandou, encore une fois, merci. Tourisme et paix, c'est le thème de cette 44e édition de la Journée mondiale du tourisme. Au nombre des personnalités qui ont effectué le déplacement à Congo, Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. La 12e session du Forum urbain mondial s'est tenue du 4 au 8 novembre dernier au Caire, en Égypte. Participaient à la rencontre 5 chefs d'État et 36 000 délégations en provenance de 182 pays. La délégation ivoirienne, conduite par le ministre chargé de la construction, du logement et de l'urbanisme, Bruno Nabanye-Koné, a pris part à ces assises. La discussion ont porté principalement sur les enjeux du financement du développement urbain sur le continent. Le commentaire de Sephora Zegui. Tout commence chez soi. Action locale pour le développement durable des villes et communautés. C'est le thème qui a sanctionné la 12e édition des Assises mondiales du Forum de l'urbain au Caire. Comme à chaque édition de cette rencontre de haut niveau, l'épineuse question du financement refait surface. Le ministre Bruno Koné, président du 2e caucus de ce forum, a appelé l'ensemble des parties prenantes à rechercher des mécanismes de financement adaptés à la problématique du développement urbain. Nos États aujourd'hui ont déjà très peu de moyens qui sont affectés à d'autres priorités, comme on le sait, la santé, l'éducation, l'eau potable, l'électricité, etc. L'ambition des ministres en charge du développement urbain, c'est justement d'arriver à orienter une partie de ces financements vers le développement urbain. Ce développement urbain, c'est déjà mieux planifier nos villes et permettre que désormais nos villes soient des endroits agréables parce que mieux planifiés. Donc nous sommes en train de rechercher les voies et moyens d'impliquer davantage nos gouvernants, les chefs d'État, les premiers ministres, mais également les banques. Outre la question du financement, celle des matériaux de construction a fait l'objet d'une attention particulière. La mutualisation en matière d'industrialisation a été présentée comme piste de solution durable. Donc l'idée, c'est peut-être, en menant cette réflexion au niveau africain, d'avoir des pays qui produisent pour d'autres, avec une concentration évidemment des moyens et une économie d'échelle qui nous permet d'être plus compétitifs. En marge de ces assises, la délégation ivoirienne a eu plusieurs rencontres bilatérales d'une part avec les hautes autorités égyptiennes sur le renforcement de la coopération entre les deux pays et d'autre part avec le secteur privé afin de leur présenter les opportunités d'investissement dans le domaine de l'urbain en Côte d'Ivoire. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministère des Transports. Le dimanche 10 novembre 2024, un accident mortel de la voie publique a eu lieu aux environs de 19h sur l'axe Soubré-Gagnoa. L'accident impliquant un autocar, un écart de transport public de voyageurs et un motocycliste a fait de source concordante 21 tués, une dizaine de blessés évacués et pris en charge aux urgences du CHR de Gagnoa. Le ministre des Transports
Transports exprime les sincères condoléances du gouvernement aux familles des victimes décédées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le ministre des Transports, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière adoptée le 7 juillet 2021, réaffirme ici l'engagement et la détermination du gouvernement à lutter contre toute forme d'incivisme routier en retirant de la circulation les chauffeurs indélicats sans préjudice des poursuites pénales auxquelles ils s'exposent. Il invite l'ensemble des usagers de la route à plus de vigilance dans la circulation routière en observant les règles du code de la route, notamment en étant prudents lors des dépassements et en adoptant leur allure aux différentes limitations de vitesse prévues. Il appelle donc à l'incivisme, au stop à l'incivisme sur la route, fait à Abidjan le 11 novembre 2024, signé le directeur du cabinet par procuration Dioman Koné. Et on continue avec la troisième session ordinaire du Conseil régional du Poro qui affiche ses résultats. Un bilan budgétaire positif et de projets d'envergure pour l'année 2025. La collecte de recettes est en nette hausse et dépasse les 75% en 2024. Le budget primitif, quant à lui, connaît aussi un regain de santé à hauteur de 22%. Et le Conseil va mettre l'accent sur le développement des infrastructures locales. Les précisions d'Ami Sissoko. Troisième session ordinaire du Conseil régional du Poro à Korogo sous la présidence de son président Fidel Sarasoro. La session s'ouvre avec la présentation des résultats budgétaires pour l'année en cours. D'un budget total de 2,47 milliards de francs CFA, les recettes recouvrées s'élèvent à 1,86 milliard de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 75%. Les conseillers régionaux ont ensuite adopté à l'unanimité le budget primitif pour 2025 fixé à un peu plus de 3 milliards de francs CFA, soit une hausse de 22,8% par rapport à l'année précédente. Nous sommes satisfaits des efforts importants que l'État de Côte d'Ivoire fait et nous allons utiliser ces ressources à bon escient pour faire en sorte que nous améliorons de façon conséquente la qualité de vie des populations sur le terrain. Le Conseil régional a également fait le point sur les chantiers du programme prioritaire de développement financé à hauteur de 7,5 milliards de francs CFA. Ces projets concernent les infrastructures routières, sanitaires, éducatives et commerciales. Les travaux se déroulent de façon exemplaire. Nous sommes très satisfaits de la qualité, d'une part, et du rythme d'avancement de ces travaux-là. Que ce soit au niveau des cantines scolaires, que ce soit au niveau des forages, que ce soit au niveau des châteaux d'eau. Nous sommes satisfaits de la gestion parce que nous suivons de bout en bout tout ce qui a été fait et dans tous les compartiments. Donc il y a l'aspect financier, il y a l'aspect concernant les chantiers et bien d'autres, même la gestion administrative même du Conseil. Après un an d'exercice, le Conseil a reconduit le bureau à l'unanimité. En marge de la session, le président du Conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, a appelé la population à participer massivement à la révision de la liste électorale, cruciale pour préparer les échéances de 2025. 50 logements sociaux, une école, un centre de santé et des édifices religieux. Ce sont les composantes d'une cité immobilière à Divo, une cité gracieusement offerte aux populations démunies. L'ouvrage a été réalisé à l'initiative du député de la commune Famoussa Koulibaly, une cité qui incarne l'idéal de vivre ensemble prôné par le président Alassane Ouattara. Retour sur le film de l'inauguration qui s'est tenu en présence du président de l'Assemblée nationale et du haut représentant du président de la République avec Mahama Traoré. À la sortie de la commune de Divo, sur l'axe menant à la ville de Iré, cette cité immobilière fait désormais partie du paysage. À la différence des autres, celle-ci ne sera pas habitée par de potentiels acquéreurs, mais plutôt par des familles défavorisées. Un projet caritatif réalisé grâce à un appui financier de donateurs koweïtiens sollicité par le député de Divo Commune, Famoussa Koulibaly. Ce samedi, le président de l'Assemblée nationale et le haut représentant du président de la République ont fait le déplacement de la capitale du Lodjibois pour inaugurer cette œuvre de bienfaisance. Le bailleur a souhaité que ceux qui vont intégrer, il n'y ait pas de musulmans, il n'y ait pas de chrétiens, il n'y ait pas de Dida, il n'y ait pas de Sénoufo, il n'y ait pas de Baoulé, mais que ce soit la Côte d'Ivoire en miniature. Ce projet n'aurait pu avoir lieu sans l'accompagnement du président de la République. Vous aurez un quartier totalement viabilisé au service et pour le bonheur des populations de Divo.
Bâtie sur une superficie de 3,5 hectares, cette cité immobilière comprend entre autres 50 logements sociaux, une école primaire, un centre de santé et des lieux de culte. Le mot de gratitude des futurs bénéficiaires est dit par le député maire de Guitry, appuyé en ce sens par le président du conseil régional du Lodjibois et le représentant du parrain de l'événement, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Chers donateurs, grâce à votre générosité, nos populations pourront jouir d'un certain nombre de privilèges. Lorsqu'on donne un logement à une personne, ce sont au moins 300 personnes qui vivront désormais à l'abri des inquiétudes, des loyers à payer et surtout de sortir des habitations précaires habituelles. Vous savez, il y a ce que fait le président de la République. Chacun d'entre nous cadre, il y a ce que nous pouvons faire pour nos régions grâce à notre carnet d'adresses. C'est pour ça que je voudrais féliciter mon jeune frère Famoussa Koulibaly. Chers parents, en prenant bien soin de ces infrastructures, vous montrerez à ces donateurs qui n'ont pas eu tort de les réaliser et vous les encouragerez à les dupliquer au profit d'autres régions de Côte d'Ivoire. Séance tenante, les premiers bénéficiaires reçoivent leurs clés des mains du haut représentant du président de la République et du président de l'Assemblée nationale. Pour ces deux personnalités, cet édifice doit incarner l'idéal du vivre ensemble prôné par le président Alassane Ouattara dans la région du Lodjibois. J'en appelle aujourd'hui à l'union, à la solidarité et à la fraternité de tous les cadres et filles de cette région. En restant unis, vous surmonterez tous les obstacles et mènerez Djibo vers un avenir de prospérité. La force de Lodjibois réside dans la qualité de ces hommes. Mais sans la conjugaison de leurs compétences, le Lodjibois n'est pas une grande région. C'est pour cela qu'il faut que le Lodjibois soit un seul corps, gagné par la qualité de ces hommes et de ces femmes. Donateurs, élus et cadres de la région du Lodjibois émettent le vœu de voir cet édifice porter le nom du président Alassane Ouattara. Les femmes des zones rurales jouent un rôle clé dans la production alimentaire, mais elles n'ont pas toujours les ressources pour financer leurs projets. Une requête qui prend forme avec une structure qui s'engage à les accompagner en finançant leurs activités. Une initiative de la mairie de Grand Laou qui mettra plus de 120 millions de francs CFA à leur disposition. Les détails avec Nancine Bakayoko. Nous sommes à Kwassikro, petite localité située à quelques kilomètres de Grand Laou. Dans ce village, l'activité principale, c'est l'agriculture, notamment le riz et surtout le manioc. En première ligne, les femmes qui détiennent de petites unités de fabrication de latique. Mariam Koulibaly fait partie de ces femmes. Ici, sous ces hangars dressés, elle et ses proches ne chôment pas, seulement voilà. L'accès au financement reste un problème important. Les plantains, même souvent, ils nous font des faveurs, ils nous donnent un peu de crédit. Ils nous donnent la manœuvre quand on travaille, mais notre argent vient, on les donne l'argent. Mais ce n'est pas tout le monde. Avant, ils faisaient ça, mais maintenant, c'est plus ça. Donc, maintenant, nous, on se débrouille un peu. Si moi, je n'en ai pas, je demande à ma camarade, ça, mon argent ne suffit pas. Donc, tu me donnes un peu, je complète, je paie mon manœuvre. Si mon argent vient, je te donne aussi. C'est pour régler ces difficultés d'accès au financement que l'Institut ivoirien de l'entreprise a décidé d'accompagner les femmes rurales via la tontine, qui est un modèle économique propre aux femmes. À Grand Laou, les femmes se sont fortement mobilisées à la grande salle de la mairie. Comme dans la tontine, il n'y a pas d'intérêt, l'idée qui intervient en tant que membre de la tontine ne prélève pas d'intérêt. Le but, comme on le dit, c'est d'aider les gens, les femmes, à sortir de la précarité. Pour Grand Laou, ce sont plus de 120 millions de francs CFA qui pourraient être mobilisés si les femmes montrent de bonnes dispositions. Ces financements ne peuvent pas venir sans au préalable faire des formations. La formation, la sensibilisation, l'organisation. Et c'est ce que nous sommes venus faire avec toutes les associations féminines dans le cadre du Mo Business. Les ressources mobilisées permettront aux femmes de se procurer les intrants, la main-d'œuvre et le matériel nécessaire à leurs activités professionnelles.
On reste dans le domaine social avec la fondation Lonasi qui vient d'ouvrir une école primaire à la communauté villageoise d'Ebempe dans la commune d'Anyama, donc qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'œuvres sociales pour les domaines de la santé, de l'éducation et du social. En toile de fond, il s'agit de réduire la pauvreté sur l'ensemble du territoire national. Le commentaire de Jean-Marc Djadji. 2 bâtiments de 6 classes avec 150 tables bancs, un bureau de directeur, un magasin et des latrines. Voici l'école primaire offerte au village d'Ebimpe, dans la commune d'Anyama. Ce don de la fondation Lonasi est un coup de pouce pour l'amélioration des conditions d'études des élèves et l'augmentation du taux de scolarisation dans la localité. Coût de l'infrastructure, 84 millions de francs CFA. Ce don enrichit non seulement l'esprit des élèves et du personnel enseignant, mais également celui de la communauté d'Ebimpe, dans un contexte où l'État de Côte d'Ivoire, depuis 2015, a rendu l'école obligatoire pour tous les enfants dont l'âge varie entre 6 et 16 ans. Le défi, après cette action citoyenne de la Fondation Lonasi, engage tous les partenaires du système éducatif. Cette école est conçue pour offrir aux élèves un cadre propice à l'apprentissage, à l'épanouissement personnel et à la réussite scolaire. Nous sommes convaincus que l'éducation est la clé de l'avenir, non seulement pour les jeunes générations, mais aussi pour toute une communauté. La mise en valeur du patrimoine artistique, la protection de l'environnement et la promotion de la diversité culturelle sont les prochains défis de la Fondation Lonasi à Anyama et dans différentes localités du pays. On s'intéresse maintenant au processus de révision de la liste électorale. Dans le Sud Comoé, le coordonnateur principal du RHDP a entamé une tournée de sensibilisation et de mobilisation. Dans le département de Tiapoum, le docteur Eugène Akaawele a rappelé l'exigence de l'enrôlement pour le citoyen en âge de voter. Le commentaire de Didier Nguessan. Akaawele, le président du conseil régional du Sud Comoé, mobilise dans le département de Tiapoum. Au village d'Asouebonou, il explique la nécessité d'une large participation à la révision de la liste électorale. Je suis venu attirer votre attention sur l'importance de l'environnement et ça passe par, en tout cas, le RHDP, les hommes dans les localités. Vous avez un bureau de vote ici. Voilà, donc la commission électorale indépendante est là. Il faut le faire. Akaawele invite la population à se faire enrôler massivement. Les habitants sont réceptifs au message de mobilisation. Dans la commune de Boaké, le coordonnateur principal du RHDP est lui aussi sur le terrain de la mobilisation pour la réussite de l'opération et pour atteindre les 45 000 inscrits. Amadou Koné met en mission les cadres et les responsables des structures locales de jeunesse et des femmes du parti. Le reportage de Boubacar Silla Logoridji dans un commentaire de Kader Sogodogo. Le coordonnateur principal à RHDP de Boaké en tournée de sensibilisation et de mobilisation des populations. Il vient sensibiliser à l'inscription sur la liste électorale. Nous en appelons à l'esprit civique et citoyen des populations. Nous les convions à se faire enrôler. Ça fait un bout de temps que la CEI ne fait que sensibiliser toutes les populations à se faire enrôler sur la liste électorale. Et donc j'ai décidé de venir me faire enrôler sur la liste électorale. Toujours dans un élan de mobilisateur, tout en insistant sur les jeunes et les primo-votants, Amadou Koné a rencontré aussi les commerçants de la ville. C'est une bonne idée parce qu'on refuse de voter. À la longue aussi, ça pèse sur nous-mêmes. Ça ajuste la nation. Parce qu'après, c'est nous-mêmes qui nous plaignons. Alors que nous-mêmes, on a refusé de voter. Pour le coordonnateur, cette opération est cruciale pour la victoire du RHDP en 2025. Un message républicain à l'ensemble de tous ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, qui sont ivoiriens, qui sont en âge de voter, de s'inscrire sur la liste électorale pour que donc, notre pays continue de constituer cet arbre de stabilité et de paix donc, dans la sous-région. La coordination principale du RHDP de la région politique de Béké compte 11 départements, notamment Djebonois, Brobo, ainsi que Boaké commune et sous-préfecture.
Le président du PDCI RDA poursuit sa tournée de mobilisation dans les communes du district d'Abidjan. Après Yopougon la semaine dernière, Tidjane Thiam s'est rendu dans les communes d'Abobo, de Cocody et de Benjerbil. Sur le terrain, il sensibilise les populations à l'effet de participer massivement à l'opération afin de figurer sur la liste électorale. Le président du PDCI RDA a également invité les militants à rester mobilisés pour la victoire de son parti en 2025. Le commentaire de Moussa Kona. Le président du PDCI, Tidjane Thiam, parcourt les communes du district d'Abidjan. Appeler les militants et l'ensemble des populations à participer à l'opération de révision de la liste électorale. La dernière fois, on a fait Yopougon, Atekoubé, Adjamé. Aujourd'hui, on va faire Benjerville, Cocody et Abobo, donc plutôt Abidjan Sud, avec toujours le même message qui est sensibiliser les gens à l'importance de s'enrôler et à l'importance du vote. C'est une question de civisme, c'est même pas une question politique, c'est pour l'avenir du pays. Il faut que tous les Ivoiriens majeurs en âge de voter et qui ont leurs droits légaux s'inscrivent et ensuite aillent effectivement voter. Donc c'est vraiment le message qu'on porte actuellement. Et l'engouement augmente, on fait un suivi quotidien, on voit les chiffres monter. Avec le prolongement de la date de l'enrôlement jusqu'au 17 novembre prochain, le président du PDCI aide à mettre les cadres et militants en mission. Nous nous inscrivons tous dans la mission du président qui est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'Ivoiriens qui s'inscrivent sur cette liste électorale. Nous, c'est notre président du parti qui est venu constater de par lui-même comment se déroulent les enrôlements. Il a vu qu'au niveau de Cocody, ça va. Les gens viennent s'enrôler. À Benjerville, à Bobo ou Cocody, à chaque étape, le président du PDCI aide à lancer un appel à la mobilisation des militants pour les futures échéances électorales de 2025. On termine avec l'actualité hors de nos frontières à Maurice avec le Premier ministre sortant Pravind Kumar qui a reconnu sa défaite après les législatives qui se sont déroulées le week-end précédent. C'est donc la fin de son mandat de 5 ans et un moment important pour l'avenir politique de l'île. En adoptant publiquement sa défaite, Pravind Kumar ouvre la voie à une transition politique qui suscite à la fois des espoirs et des inquiétudes pour l'avenir du pays. C'est la fin de ce journal sur RTI 1. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.